Bonjour à tous. Monsieur le Président. Good morning. Before I start, Avant de commencer votre interrogatoire par les parties, nous avons quelques consignes préliminaires à vous donner. Tout d'abord, nous souhaitons que vous décliniez votre identité. Quel est votre nom de famille? Quel est votre nom et votre lieu de naissance? Je suis Koulibaly Minafé Joseph, né le 18 avril 1979 à Katioula, Tabouana. Père Koulibaly Tafoche, mère Touré Nana, tous originaires de Katioula. no, doesn't matter. You are Ivar. Peu importe, vous êtes ivoirien, vous êtes ressortissant ivoirien. And can you tell us also your ethnicity? Quelle est votre ethnie et quelle est votre religion? Catholique. And what was your occupation? Quelle était votre profession au moment de la crise? Et je fais référence à la fin 2010, début 2011. Militaire, soldier in which? Militaire, c'est-à-dire soldat au sein de quelle division, de quelle armée, de quelle compagnie? Est-ce que vous pouvez être plus précis? Et quel était votre grade? J'étais brigadier au sein de l'artillerie au Baza. Okay. And today? Très bien. Et aujourd'hui, quelle est votre profession? Je suis au groupement ministériel des moyens généraux. Can you please repeat because it? Pourriez-vous répéter votre réponse? Les interprètes ne vous ont pas compris. Vous avez dit quelque chose militaire. Ces gens au groupement ministériel des moyens généraux. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous allons vous appeler Monsieur le témoin. Nous n'allons pas utiliser votre nom. C'est ce que nous faisons avec tous les témoins. C'est la pratique de cette cour. Si, à quelque moment que ce soit, vous avez une question dont vous souhaitez nous parler, vous me faites signe et nous allons vous entendre ce que vous avez à dire. De plus, sachez que si à un moment ou à un autre, vous souhaitez donner une réponse que vous ne souhaitez pas donner en audience publique, c'est-à-dire vous ne voulez pas que tout le monde puisse l'entendre, vous pouvez me le demander. Nous passerons à huis clos partiel si cela est nécessaire. Est-ce que vous comprenez cela? Huis clos partiel, ça veut dire que seules les personnes qui sont dans cette salle peuvent entendre votre réponse. Another thing I want to tell you before. Avant de commencer votre déposition, je souhaite vous rappeler également que nous devons parler lentement, vous devez parler lentement, d'ailleurs nous tous devons parler lentement, ceux qui vous interrogeront comme vous devrez parler lentement afin que vous ne parliez pas en même temps, qu'il n'y ait pas de chevauchement de voix entre deux personnes. Parce que sachez que nous avons des interprètes et des sténotypistes qui doivent respectivement traduire dans notre langue ce qui se passe. Donc, dans mon cas, moi, je parle anglais et vous entendez une interprétation en français et vos réponses seront interprétées en anglais. Ainsi, nous pourrons nous comprendre. C'est pourquoi je vous demanderai de parler lentement, comme je suis en train de le faire maintenant, afin d'aider les interprètes et les sténotypistes qui transcrivent ce qui est dit. Si je vous fais un signe de la main, sachez que vous êtes en train de parler trop rapidement et vous devrez alors ralentir. En ce qui concerne votre déposition, vous savez que vous êtes témoin devant cette cour. Notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire le procureur contre messieurs Gbagbo et Blé Goudé. Vous le savez certainement. Et donc, vous avez l'obligation, en tant que témoin, de répondre
aux questions qui vous seront posées par les parties. Vous allez devoir y répondre donc, sur la base de vos connaissances, et vous devez dire la vérité. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que vous comprenez cela? OK. Très bien. Vous êtes ici en tant que témoin. Et en tant que témoin, votre rôle est d'aider la Chambre dans sa recherche de la vérité. Et comme je l'ai dit, la vérité, c'est la seule chose que vous êtes tenu de dire. À cet effet, je vous demanderai de lire à voix haute la formule qui se trouve devant vous, qui est en fait l'engagement solennel de dire la vérité. C'est les textes de la Cour qui l'exigent. Je vous demande donc de lire à voix haute ce que vous avez devant vous. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. OK. Thank you very Très bien, je vous remercie. Je pense que votre interrogatoire par l'accusation va commencer maintenant. Donc, je donne la parole à monsieur le procureur. He starts with the putting questions. Interrogera en premier lieu. Monsieur Demirjian. Merci, monsieur le président. Bonjour, madame, monsieur les juges. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés très brièvement hier, mais je me représente. Mon nom est Alexis Demirjian et j'ai quelques questions pour vous concernant ce que vous avez vécu en l'an 2010 et 2011. Juste pour votre information, nous avons déjà entendu de la preuve concernant le bazar, donc nous n'irons pas dans tous les détails de votre déclaration et mes questions seront précises sur certains sujets. D'accord? Okay. Alors, vous nous avez déjà indiqué que vous étiez brigadier au sein du bazar. Donc, en quelle année est-ce que vous avez rejoint l'armée? J'ai rejoint l'armée le 1er août 2000. Et lorsque vous rejoignez l'armée en août 2000, à quelle unité êtes-vous affecté? J'ai été recruté à l'EFA de Boaké. C'est là-bas que j'ai fait ma formation. Ensuite, après la formation commune de base FCB, il y avait les élections en 2000, il y avait des discussions il y avait des litiges entre le président Gbagbo et Gueye. On nous a envoyés sur Abidjan. Moi, ils m'ont envoyé au Baza. Après un mois, je pense le 21 février, il y a eu une autre affectation générale où je suis ramené au 1er bataillon, à la 3e compagnie du 1er bataillon. Et c'est là que j'étais jusqu'en 2000, en 2002, où la guerre déclenchait. J'ai été affecté au Baza en 2006, après mon stage C1 à Thierry. Très bien. Alors, parlons un petit peu de votre formation militaire. Vous avez mentionné la formation commune de base. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles autres formations vous avez suivies? Après ma formation commune de base à l'EFA de Boaké, je suis venu suivre la formation complémentaire de base au 1er bataillon d'infanterie en 2001. Après le CA1 au Baza, après le CA2, où même tout a été déclenché au Baza. Et actuellement, je suis titulaire d'un BA1 à Thierry, sol-sol, où je l'ai fait en 2015, au bataillon d'Artillerie sol-sol, basse à Boaké.
Très bien. Revenons sur le CA1 et le CA2. En quelle année est-ce que vous les avez complétés? Le CA1, c'est en 2006, je l'ai fait. Le CA2 a débuté le 17 août 2010. Normalement, sur le message, il devait prendre fin le 17 décembre 2010. Mais quand nous avons commencé, il y a eu un arrêt de stage en faveur des élections présidentielles en 2010. Donc, nous n'avons pas pu terminer. Nous sommes restés dans cet état et puis il y a eu la crise générale, tout a été arrêté, bon, chacun s'est cherché. Ce n'est qu'en 2012 qu'on est venu composer pour le test final et que j'ai obtenu mon diplôme. Très bien. Alors donc, si je vous replace un peu juste avant les élections en octobre 2010, vous aviez le CA1. Et pour être clair, est-ce que cela, c'est une formation pour le type d'artillerie sol-air seulement ou bien est-ce que c'est sol-air et sol-sol? Bon, pendant la crise, les deux unités sol-air et puis sol-sol, ils étaient ensemble. Donc, on nous donnait une connaissance sur les deux armes. Voilà. Donc, je peux dire mon CA1 et CA2, c'est les deux armes parce qu'on nous donnait toute la connaissance sur les deux armes qui étaient présentes. Très bien. Alors, pour nous situer un petit peu, si on se place au mois d'octobre 2010, juste avant la période électorale, qui était votre supérieur au sein du BASA? C'était le colonel Dadi Rigobert et il avait un surnom Rato. Et à cette époque-là, quel était votre rôle ou fonction au sein du BASA? Bon, j'étais le titre du brigadier, c'est-à-dire le grade de brigadier qu'on fait la fonction tireur. Voilà. Donc vous étiez tireur en Oui. octobre 2010. Oui. Et au sein de quelle batterie est-ce que vous étiez à ce moment, donc toujours en octobre 2010? En octobre 2010, puisque moi je suis quitté à San Pedro, j'étais à San Pedro en 2010, lorsque j'étais admis à faire mon CA2, donc je n'appartenais pas à une batterie. Je n'appartenais pas à une batterie au sein du BASA. Mais c'était mon unité, moi j'étais détaché. J'étais à San Pedro. J'étais quitté à San Pedro pour venir faire mon stage. D'accord. Donc, juste avant les élections, est-ce que, à un moment donné, vous avez été porté pour compléter une mission? Donc, juste avant le premier tour. Oui. Avant le premier tour, on m'a envoyé à Kakuro, où j'ai vécu le premier tour, le deuxième tour là-bas à Kakuro. Qu'est-ce qu'il y a à Kakuro, monsieur le témoin? À Kakuro, c'est un centre d'instruction de la JR, c'était écrit centre d'instruction de la JR, garde républicaine. Et quelle était votre mission? Avant que je ne parte à Kakuro, il faut dire qu'ils avaient envoyé des munitions à la veille, des munitions de toutes les armes que nous avons au BASA à ce moment. Ils avaient stocké là-bas et puis le lendemain, nous sommes partis à des armes et notre mission était de rester là, surveiller ce matériel. Avec qui êtes-vous parti à Kakuro pour surveiller ce matériel? Nous étions 5
À ce moment, mon chef était le brigadier chef Mambo Pangé. Et moi, j'étais son adjoint. Et puis, une de mes classes, donc stagiaire comme moi à ce moment, Kouman, qui était le chauffeur, avec Dedi, plus un autre brigadier du bazar dont j'ignore son nom. Voilà. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez, je sais que ça fait 6 ans, est-ce que vous vous rappelez de la date précise à laquelle vous avez été envoyé à Kakro? Le 28 octobre. C'est le 28 octobre 2010. D'accord. Alors, quel genre d'armes est-ce que vous étiez censé surveiller à Kakro? Il y avait des RLF hors de Starlink avec 2 mortiers. C'est ces armes-là que nous étions censés surveiller. Les 2 mortiers étaient de quel calibre? 120 russes. Est-ce que vous voulez dire 120 mm? Oui, 120 mm. D'accord. Aviez-vous aussi à surveiller des munitions? Oui, il y avait des munitions. Donc, ça fait partie de la mémoire qui était là-bas. Il y avait des munitions, de mortiers, les munitions de Hawk de Starlink. Et savez-vous pourquoi ces armes et ces munitions avaient été envoyées à Akakro? Non. D'accord. Alors, vous êtes basé là, comme vous nous dites, au mois d'octobre, novembre et le mois de décembre aussi, est-ce exact? Oui, je suis resté jusqu'à 25 décembre 2010, date à laquelle où on m'a accusé de pouvoir former des gens à Kakro et que j'avais des coups de fil soupçonnés de téléphoner avec les FAFN rebelles à ce temps, où ils m'ont relevé ce même jour, ils m'ont enfermé. Avant d'être enfermé, le chef de corps, le commandant en second, qui était capitaine Gouy à ce moment, m'a d'abord entendu à son bureau. On a échangé. Il a dit, voici ce qu'on t'accuse. Je lui ai demandé s'il avait des preuves. Il ne m'en a jamais donné de preuves. Et le soir, au rapport de 17h30, ils m'ont demandé d'aller au rapport où le chef de corps, le colonel Dadi Rigobert, est venu en retard déjà. Et quand lui on passait la ration, il a parlé et il m'a demandé de sortir. Il a enlevé son arme. Il dit, il va tirer sur moi. Que moi, je suis à Kakro, je forme des rebelles. Est-ce que c'est pour la mission que je suis parti? Il a remis son arme. En tout cas, c'était vraiment c'est Dieu que je priais. C'était un coup de chance. Parce qu'il pouvait appuyer sur la détente, tout était fini pour moi. Après avoir fini, il a ordonné qu'on m'enferme. Ils m'ont enfermé. Et c'est là que je suis resté jusqu'à 15 janvier en prison. D'accord. Je vais revenir en plus de détails sur cette question de votre arrestation, monsieur le témoin. Mais avant d'y arriver, durant cette période, donc du 28 octobre jusqu'au 25 décembre 2010, est-ce que vous voulez prendre une petite pause, monsieur le témoin? Non, on peut aller. On peut y aller? Oui. D'accord. Alors, durant cette période du 28 octobre jusqu'au 25 décembre, vous nous avez expliqué que vous étiez à ce camp de l'AGR. Donc, à part les membres du BASA que vous nous avez expliqué, les 5 membres qui surveillaient ces munitions et ces armes, qui d'autre y avait-il à ce camp de l'AGR? Il y avait des éléments de l'AGR
Il y avait des éléments de la JA. Et je pense qu'il y avait aussi des recrues. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de ces recrues. Est-ce que vous les avez vues vous-même? Oui, j'ai vu certains. J'ai vu beaucoup. Parce que avant qu'on arrive, 3 semaines, chose qu'on appelle, quand nous sommes arrivés, on a trouvé qu'il y avait des recrues là. On a même échangé, qu'on causait, qu'on jouait au ballon avec eux. Ils nous ont dit qu'ils ont été recrutés il y avait 3 semaines de cela, que les autres étaient allés pour les élections. Et même on devait venir les chercher. On a échangé sur les formations, comment ça s'est passé, les recrutements, parce que moi, je n'étais pas au courant. Ils sont rentrés dans les détails, parce que là, avant qu'on arrive à la campagne électorale, le président Gbagbo s'était rendu, je pense, à Beauville, où un jeune homme, où il avait promis à un jeune homme de le mettre dans l'armée. Donc, c'était à cette occasion qu'ils étaient recrutés. Ils étaient beaucoup, moi je ne connaissais pas les noms. Ce qu'on a trouvé, ils étaient malades. D'après les gens, n'avaient pas assimilé la formation. Donc ils étaient restés là. On ne pouvait pas les utiliser. Ils étaient là donc pour un apprentissage encore. D'accord. Alors, dans vos échanges avec ces recrues, est-ce que vous avez appris qui les a recrutés? Bon, ils ont dit qu'ils ont été directement recrutés à la JA. À la JA qui était là-bas, c'est le président, chose qu'on appelle Debogblé qui était là-bas. Fait que le recrutement s'est passé directement. Comme c'est notre, peut-être le président a dû donner les ordres directement, on les a recrutés directement. D'accord. Est-ce que vous avez vu la formation de ces recrues? Non. 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 D'accord. Et est-ce que vous avez appris qui formait ces recrues? C'est les gens des JA eux-mêmes. C'est les gens des JA eux-mêmes. Ils avaient les formateurs, ils avaient tout là-bas. Voilà. D'accord. Avez-vous appris le nom d'un des formateurs? Les formateurs? Bon, puisque j'avais les noms, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Je les connais. On se connaît, la mère est petite, on se connaît parmi nous. D'accord. Voilà. Mais à part ça, je pense que j'étais là-bas encore. Il y a eu d'autres recrues. D'autres recrues. Ils sont venus faire la visite devant moi avant que je n'ai pas d'Akakro. Ils étaient beaucoup, ça. Ils étaient beaucoup. Ils sont venus, ils ont fait la visite du médical devant moi. Et on devait les former. C'est lorsque je suis parti de là. Donc, Yes. Mr. Demirjian, Le président, Monsieur Demirjian, si je ne m'abuse, c'est la première fois qu'on entend parler d'Akakro. Monsieur Demirjian, nous avons entendu parler de ce camp par le témoin 347 en septembre ou en octobre dernier. Est-ce que vous préféreriez que nous lui demandions de situer ce camp? Le président, oui, allez-y. et où se trouve ce camp de la GR à Kakro? C'est situé où? À Kakro, je pense que c'est derrière Benjerville, environ 10 km, vers Mbato-Boaké. Très bien. Et monsieur le témoin, est-ce que vous savez si c'était un camp temporaire ou un camp permanent de la GR? Bon, moi, je suis allé là-bas en faveur de ma mission qu'on m'avait confiée, aller surveiller les armes. Bon, quand nous sommes arrivés, on a trouvé des gens, n'étaient pas beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens qui résistaient là, parce que tout était propre. On a trouvé des gens permanents. Mais à côté du camp, il y a un petit village qui est là. On disait que les gens venaient là, s'entraîner, former les gens, ils partaient. Bon. Mais il y avait toujours des gens qui restaient pour surveiller le camp, pour entretenir le camp. D'accord.
Et vous nous avez dit que c'est à 10 km de Bingerville. Oui, environ 10 km, je ne connais pas précisément, mais environ. Okay. Dans quelle direction à peu près? Bon, quand vous arrivez à Bingerville, je pense que vous allez tout droit. La route principale, vous la prenez tout droit. Okay. Vous arrivez là-bas. On reviendra peut-être avec une carte à un moment. Oh, ok, une carte. Donc, vous avez parlé de cette deuxième vague juste avant votre départ de recrues. Oui. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de recrues? Là, j'avais des centaines. Ils étaient beaucoup. Okay. Et tout à l'heure, lorsque je vous demandais le nom d'un formateur, vous disiez que vous avez oublié. On a un nom dans votre déclaration que vous avez donné aux enquêteurs au paragraphe 78. Et vous parlez d'un capitaine Blé. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, le capitaine Blé était le responsable du centre d'instruction. Il était le responsable, lui ne résistait pas là. Il partait, il revenait, mais lui, il venait donner les conseils comment les gens devaient être formés, faisait la navette. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu? Auparavant, moi, je connais Capitaine Blé. J'ai eu à travailler avec lui à Dalois, avant qu'il ne soit à la JE. Voilà. On se connaît, mais lui-même me connaît. Et, quel était son petit nom? Moi, il n'avait pas de petit nom. Son nom complet, est-ce que vous le savez? C'est son nom complet, que Capitaine Blé, que je connais, Blé. C'est tout? Oui, Blé. D'accord. Avez-vous appris quelle était la période d'entraînement de ces recrues? Combien de temps est-ce qu'ils étaient formés? Bon, ça, la deuxième vague, ceux qui ont commencé à faire la visite devant moi, je ne sais pas combien de temps ils ont été fermés parce que je n'y étais plus. Mais ceux que j'ai trouvés là-bas avant, ceux qui sont restés, la première vague, les rescapés, ils ont dit qu'ils ont pris 3 semaines pour leur formation. En principe, la formation de base, la formation commune de base, elle dure combien de temps? Moi, Koulibaly, j'ai été formé à l'EFA de Bouaké. Nous ont dit la formation FCB dure 6 mois. D'accord. Et suite à cette formation, est-ce que vous savez... Alors attendez, vous avez 2 vagues. Oui. La première vague, vous nous dites qu'ils étaient malades, qu'ils ne pouvaient pas être affectés. Vous aviez une deuxième vague. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé à cette deuxième vague de recrues? Est-ce qu'ils ont été formés? Bon, la deuxième vague, ils étaient venus en centaines ils étaient beaucoup, ils étaient en train de faire leur visite là où ils sont venus me relever pour dire que voilà ce qui se passe, voilà, on te somme de ça, voilà. Donc, je ne sais pas s'ils ont été formés là ou bien qu'est-ce qui s'est passé après. Bon, là, je n'en sais rien. Okay. D'accord. Et donc, vous nous expliquez qu'avant de voir la formation, donc vous êtes arrêté le 25. Samedi 25 décembre 2010. Alors, vous nous avez déjà donné des détails à savoir pourquoi vous aviez été arrêté. Tout d'abord, qui vous a arrêté? Bon, le samedi matin, vers 8 h, c'est le lieutenant Atéminé qui est venu avec 3 personnes, un chauffeur, plus 2 personnes, pour dire qu'ils sont venus me relever. Il nous a demandé qu'on aille s'entretenir entre nous, les éléments du bazar, parce qu'il y avait plein d'hommes là-bas. Il y avait des recrues qui faisaient les visites. Il y avait les gens de JR, donc il a dit c'est notre celui seulement à Thierry qu'il va raconter. Nous sommes allés dans le dortoir où on dormait, on nous a réunis et il a donné l'information. Avant de donner l'information, il a posé la question à mon chef de détachement qui était là, Mambo Pangé, de dire qu'est-ce qui s'est passé ici. Parce que c'est lui, on dirait, qui a appelé, qui a rendu compte. Et il a donné l'information. Il a interrogé chacun de nous. Moi, à ma connaissance, je lui ai dit, vraiment, je ne m'y reconnais pas. C'est pas tout ce qu'on me reproche, je ne m'y reconnais pas.
s'il pouvait me donner des preuves. Ils n'ont pas donné de preuves. Et il m'a dit, bon, que le colonel Dadi dit de venir te chercher. Donc, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé au bazar. Ce jour même? Oui, ce jour même. On me rappelle de faire une petite pause entre questions et réponses, donc on doit ralentir un petit peu. OK. D'accord. Alors, on vous ramène au bazar et vous parlez d'un rassemblement de 17 heures. Oui. De quoi s'agit-il, ce rassemblement de 17 heures? Bon, vous savez, chez nous, l'armée, le matin, on fait le rassemblement. Et puis, il peut y avoir des rassemblements inopinés entre 11h, 14h, et puis 17h30, pour se séparer. Donc, les deux grands rassemblements qui sont obligatoires même, c'est le matin à 7h30 et à 17h30. Donc, chaque jour, c'est quotidien. Okay. Qui participe à ce rassemblement? Tout le monde, tout le personnel. Tout le personnel. Tout le personnel du bazar ou... Tout le monde. Tout le personnel du bazar, tout le monde participe. D'accord. Et là, alors, qui vous êtes informé par le lieutenant Atémené à Akakro, et une fois que vous revenez au bazar, vous nous avez dit que le commandant en second, Goué, Oui. vous a adressé la parole. Oui, il m'a reçu. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit, moi, je n'en sais rien. Mais il dit, voici ce qu'on dit de toi. Je dis, moi, je ne m'y reconnais pas. Est-ce qu'ils avaient des preuves? Qu'ils me donnent les preuves. Pas de preuves. Il m'a même donné des conseils. Il dit, tu sais, à cette période, il faut faire attention, il faut faire comme ça. Je lui ai dit, mais moi, je ne m'y reconnais pas. Si vous avez des preuves, d'accord. Mais vous m'accusez de quelque chose que je ne fais pas. D'accord. Et exactement de quoi est-ce qu'on vous a accusé? On m'a accusé de pouvoir, de former des gens à Kakro. 2, de pouvoir communiquer avec les SFAFED. Voilà. D'accord. Et vous avez ensuite expliqué qu'il y a eu un échange avec le commandant Dadi. Oui, c'était au rassemblement de 17 heures, devant tout le monde, où il a levé son arme pour me menacer. Est-ce que vous avez reçu un document quelconque à propos de votre arrestation et de votre temps en prison? Oui. Il m'a envoyé un document, le capitaine Goué, quand il m'a enfermé. 2 jours après, il m'a envoyé un CR de punition pour signer. J'ai refusé de signer. Ils sont répartis ça. Sur la punition, ils avaient dit éléments de tenue de présentation correcte, mais faisant la politique. Juste pour clarifier pour les notes scénographiques, on vous a envoyé... Et puis, Goué est réparti avec la punition. Il y a un sergent-chef qui était l'adjudant du camp, qui m'ira renvoyé. Plus tard, vers les 21h, il pleuvait ce jour. Ils m'ont fait sortir de ma cellule pour que j'y signe. Il m'a demandé des conseils. Il dit, petit, il ne faut pas faire bras de fer avec ton chef. Fais ce que tu signes. Ce qui est sûr, dans la vie, si tu ne le fais pas, Dieu t'aidera. Il faut signer. Et si tu ne le signes pas, ça fait comme tu défies l'autorité. Ce n'est pas bon. Donc je l'ai signé, il est réparti à ça. C'était qui ce sergent-chef qui vous a... Siba Diwele. Wait, Mr. Witness, please. Le président, monsieur le témoin, ménagez une pause avant de répondre, parce que l'interprète anglais est encore en train de traduire. Donc il faut que vous attendiez un peu avant de répondre.
Oui, alors je voulais vous demander une clarification. Vous avez dit que vous avez reçu un CR de punition. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer au juge c'est quoi un CR? Compte rendu de punition. D'accord. Et donc, par la suite, vous êtes libéré, vous nous avez dit, le 15 janvier. Oui. Et qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes libéré? Quand je suis libéré, j'ai rejoint le bazar. Et j'étais au bazar pendant 2 semaines. On ne m'employait pas. J'ai fait le rassemblement. Je me couche en chambre. Puisque j'ai oublié de souligner. Moi-même, ma famille était à Daloa. Quand je suis venu en stage, je dormais au bazar, je ne sortais pas. Tout ce que je faisais, c'était au bazar. Donc, on avait une chambre troupe. C'est là-bas que je logeais, je faisais tout. Donc, j'étais là. C'est après 2 semaines qu'ils ont commencé à me mettre de service. D'accord. Et une fois qu'ils vous mettent en service, est-ce qu'on vous met en service au sein d'une section ou d'une batterie quelconque? Oui. Oui. Ils m'ont muté à la 2e batterie. Et cette 2e batterie, elle était menée par un chef? Oui. Alors, lequel? Le lieutenant a terminé toujours. Et est-ce que cette batterie était spécialisée sur une arme spécifique ou bien est-ce qu'elle utilisait toutes les armes dans l'arsenal de du bazar? Non. On utilisait toutes les armes qui étaient présentes au bazar. D'accord. Alors, avant de traiter de vos missions, j'ai quelques questions de clarification à vous demander à propos de la structure et de l'armement du bazar. Encore une fois, on a entendu beaucoup de preuves à ce sujet, donc je ne vais pas vous demander de nous expliquer toute l'artillerie, tout l'arsenal, mais j'ai des questions très spécifiques. D'accord? Alors, tout d'abord, une batterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est-ce qu'elle est composée? Une batterie, c'est une compagnie, comme on le dit à l'infanterie, c'est une compagnie de combat. Il y a le commandant de batterie, l'adjudant de batterie, il y a les chefs de section. Mais la batterie ça dépend de l'armement que vous utilisez dans une batterie. Et puis, chose aussi du personnel. Parce que si vous avez de l'artillerie où il y a beaucoup de personnel et d'armes, une batterie peut aller à 6 pelotons, d'autres peuvent aller à 3 pelotons, 4 pelotons, qui sont les sections. C'est les pelotons qu'on appelle sections en artillerie. Et donc, la 2e batterie Oui. qui est menée par le lieutenant a été menée. Est-ce que vous vous souvenez de combien de pelotons elle avait? Nous avons 3 pelotons. Et est-ce qu'il y avait des armes spécifiques qui étaient assignées à cette batterie ou bien elle utilisait... Enfin, peut-être que vous pouvez nous dire, est-ce que vous aviez des armes spécifiques assignées à la 2e batterie? Non. D'accord. Alors, si vous allez en mission, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous êtes armé? Comment est-ce qu'on vous assigne vos armes? Bon, chaque mission au bazar avec son arme spécifique. Hein. Par exemple, je pense que lui-même, le chef de corps, a dit, chaque soir, on allait avec, quand j'étais en stage, chaque soir, les stagiaires, on les prenait, on allait chez lui pour surveiller là-bas. On partait chaque soir avec une 12-7 montée sur une 4x4 et puis des canons de 20. On partait chez lui, c'est ce qui était là-bas. Et puis il y avait l'armement même du camp. Le camp était encerclé, on avait mis des positions partout au camp. Il y avait des butubes.
Il y avait des canons de vin aussi. Il y avait un canon de vin aussi. D'accord. Et vous dites que ça, c'était, vous alliez chez le chef de corps d'Adi, c'était avant la période électorale? Avant, après la période électorale, j'y partais. Parce que en stage, on nous employait, le matin, on va au cours, le soir, on nous employait pour prendre les services. D'accord. Et donc, durant cette période, donc après votre libération, lorsque vous allez en mission, quels sont le type d'armes qui ont été utilisées par la deuxième batterie? La deuxième batterie, on a eu à utiliser le mortier de 120, le canon de 20 mm, le butube, 12-7, sans oublier les Kalachnikov. Merci. Alors, Monsieur le témoin, comme je vous disais, on a déjà entendu de la preuve sur les différentes armes. J'aimerais qu'on se concentre sur le 120 mm. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette arme? Le 120 mm, c'est un mortier russe, parce qu'il y a plusieurs mortiers de 120 mm. Il y en a un de rayures, il y en a un de tubes lisses. Ce que nous avons au bazar à ce moment, c'était des tubes lisses. Donc, il employait et on utilisait à 5 un chef de pièce, un pointeur-tireur, un artificier, un chargeur. Et puis, bon, j'ai oublié le deuxième mot, je vais vous dire ça après si je me rappelle. Sinon, c'est à 5 qu'on utilise. Donc, c'est comme ça qu'on utilise. Chaque personne a son rôle. Le chef de pièce lui donne des rôles. Le tireur, lui, il exécute les tirs. Il aide les servants à mettre l'arme dans la direction donnée par le chef de pièce. Voilà. L'artificier, lui, confectionne les munitions. D'accord. Et le 120 mm, quel genre de tir est-ce qu'il effectue? Il effectue des tirs coupes. D'accord. Et savez-vous quelle est la portée du 120 mm, la portée maximale? Ce qu'on avait au bazar, oui, sa portée maximale allait jusqu'à 6 km. D'accord. Et une fois que le 120 mm touche sa cible, quel est son rayon et son diamètre? Il faut dire le but a un rayon de 100 mètres, donc disons un diamètre de 200 mètres. Le but 120 mm. D'accord. Et dans quel genre de situation est-ce qu'on utilise un 120 mm? Il faut dire que l'armée, même toutes les armes, c'est en guerre, on utilise. C'est des armes de guerre. Peut-être pour préciser ma question, monsieur le témoin, dans quel genre de milieu est-ce qu'on utilise le 120 mm? En campagne. En campagne, ou bien pour détruire quelque chose de sensible, c'est-à-dire un dépôt de munitions, ou bien pour faire appui-feu à une troupe amis qui avance. Peut-être ils ont eu un pont, un barrage ou bien un passage obligé là qu'ils ne peuvent pas passer. Ils font appel à l'artillerie même font des boules de feu pour les accompagner dans leur progression. D'accord. Alors, j'en ai fini avec le 120 mm. J'ai quelques petites questions sur l'orgue de Staline que vous avez mentionné. Oui. Donc, après votre libération du 15 janvier, est-ce que vous en avez vu des orgues de Staline au camp Aquedo du Baza? Ah oui. Il y avait des orgues de Staline. Il y avait deux sur le terrain du Baza.
qu'ils avaient positionné un en direction du 43e BIMA, un autre en direction de l'hôtel de golf. Et ces orgues de Staline, est-ce qu'elles étaient fonctionnelles? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, les orgues de Staline, les deux que vous venez de mentionner, est-ce qu'ils ont été désactivés? Non, n'ont pas été désactivés. Okay. Y a-t-il une façon d'activer ou de désactiver l'orgue de Staline? Bon, moi-même, je n'ai pas eu à être... je n'ai pas eu à apprendre l'ordre de Staline moi-même, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, on ne m'a pas appris là-dessus. Moi, j'étais à San Pedro, c'est les mortiers de 120 nous avons là-bas, à San Pedro. L'ordre de Staline, quand je suis arrivé, c'est au bas âge, je l'ai vu. Donc, j'avais une aperçu générale que mes amis m'expliquaient comment ça fonctionnait, ceux qui ont eu à faire la formation. D'accord. Est-ce que l'orgue de Staline a une clé, peut-être? Oui, il a une clé de tir. Il a une clé de tir. Et à quoi sert la clé? La clé, pour tirer, c'est une clé qu'on se sert pour tirer là. Il y a une clé pour allumer là, parce que c'est monté sur un véhicule. L'ordre de Staline est monté sur un véhicule. Donc, il y a la clé même pour allumer le véhicule, il y a la clé de tir aussi, à part. D'accord. Vous nous avez mentionné le chef de corps Dadi. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu après le 15 janvier, une fois que vous êtes libéré, quelle était votre relation avec lui? Bon, on n'avait pas de bonnes relations parce que moi, en tout cas, depuis ce temps, j'ai commencé à me méfier. J'ai pris des distances. J'étais dans mon coin. Comme je disais, bon, je ne l'approchais pas, je ne causais pas avec lui. Et donc, durant cette période après le 15 janvier, est-ce qu'il y avait toujours des rassemblements journaliers? Oui, on le faisait toujours. Est-ce que le commandant Dadi s'adressait à ceux qui étaient présents? Et souvent, il venait s'adresser, souvent, c'est le commandant en second, capitaine Goué, souvent qui s'adresse à la troupe, la plupart du temps. Pouvez-vous nous dire un petit peu de quoi vous parlez le commandant Dadi durant ces rassemblements? Il venait nous galvaniser à travailler. Puis à un moment donné, parce que beaucoup d'hommes se plaignaient des services, à un moment donné, il nous a dit, bon, on aura du personnel, il va venir, ne vous en faites pas, faites ceci, que vraiment, ne baissez pas les bras. Si vous baissez les bras, si l'ennemi a le dessus, vous serez radié. Dans quel contexte est-ce qu'il vous disait ce genre de choses, que vous serez radié, que l'ennemi... Bon, ça... Je pense que c'était dans le contexte de pouvoir galvaniser sa troupe. Pouvoir galvaniser sa troupe pour que les gens doublent d'ardeur. Vous nous avez dit que les gens se plaignaient et qu'ils disaient qu'il y aura du personnel qui va venir. Oui. Est-ce que là, ça s'est passé? Est-ce que du personnel a rejoint le bazar? Oui, je pense. Beaucoup même, des milliers après. Je pense que c'était dans le mois de mars, non? Oui, dans le mois de mars, il y a eu beaucoup. Bon, je ne peux pas dire le nom parce qu'ils étaient beaucoup. Et ces personnes, c'était qui exactement qui a rejoint les rangs du bazar? Bon, je pense, après l'appel de Blé Goudé, où il demandait aux jeunes d'aller se faire enrôler à l'état-major, c'est à la suite de ça, on a vu ces gens-là arriver dans les camps. D'autres n'avaient pas de treillis, d'autres portaient des rangers, d'autres, tu vas voir, un, il a
la chemise treillie, d'autres ils ont le pantalon treillis. Bon, ils étaient en bigarré. D'accord. Juste une petite clarification avant de continuer. Vous avez mentionné le terme radié. Qu'est-ce que cela veut dire que vous allez être radié? Radié, c'est ne plus être employé par l'armée, ne plus être reconnu militaire. D'accord. Et avant de revenir encore une fois sur cette question du personnel, vous nous avez dit que Dadi s'adressait aux troupes pendant ces rassemblements. Est-ce que durant ces rassemblements, il faisait allusion à la situation post-électorale? Oui, il faisait allusion à la situation post-électorale, parce qu'il disait que si jamais le président Alassane vient au pouvoir, il va radier tous les militaires, les FDS. Donc, on a l'intérêt de se battre. D'accord. Alors, vous avez mentionné le président Alassane. Est-ce qu'il parlait du président Gbagbo? Oui, il a dit que lui recevait des ordres du président Gbagbo directement, qu'il était l'homme fort de la situation, que le président Gbagbo avait confiance en lui, lui a même confié la sécurité d'Abidjan, il lui faisait confiance, et que tout ce qu'il disait, c'était la vérité, que c'est ce que le président lui disait qu'il faisait, et que lui était le conseiller militaire du président Gbagbo, donc c'est lui qui décidait. À quel moment est-ce qu'il a fait allusion au président Gbagbo? Donc, vous parlez des rassemblements, c'était durant quelle période? C'était pendant la période crise électorale qu'il faisait allusion. Il a même dit qu'il y aura des voitures quand il va aller voir le président. Je sais qu'il va avoir le matériel parce que le président lui fait confiance. Et effectivement, quand il est parti, il a envoyé des 4x4. Avant cela, même avant que peut-être je n'ai pas eu à mentionner dans mon édition, il y avait des Russes et des gens qui sont arrivés pour la formation du personnel sur les armes spécifiques tels que l'orgue de Saline, des Blancs. Bon, je ne sais pas s'ils étaient russes ou pas, mais ils parlaient anglais. Voilà. Juste encore pour être spécifique, lorsque vous parlez de la période post-électorale, est-ce que c'était, lorsqu'il fait mention du président Gbagbo, est-ce que c'était après votre libération ou avant votre arrestation? Après, quand je suis sorti de la prison, que ce discours se tenait, parce qu'avant que je n'aille en prison, je n'avais pas de discours comme ça au bazar. Quand j'y étais, il n'y avait pas trop ces discours. Et donc, comment est-ce que vous avez appris que le commandant Dadi faisait allusion au président Gbagbo? Lui-même le dit, je reçois des ordres directement du président. Personne ne peut me donner les ordres. Ce que j'ai dit, je suis l'un de ses conseillers. Lui-même le dit, ouvertement, il ne le cache pas. Il ne le cache pas, il le dit ouvertement. Moi-même, je vais souhaiter qu'il soit là, parce qu'en face à face, c'est là qu'il ne peut pas nier. Parce que quand je suis seul, comme ça, c'est pas bon. Vous dites qu'il le dit. Excuse me, Mr. Witness. Président, une minute. Monsieur le témoin, pourriez-vous parler plus clairement en articulant et dans le micro, donc en vous mettant plus près du micro pour que les interprètes vous entendent mieux? Monsieur le témoin, deux petites précisions. Donc, lorsqu'il fait allusion au président Gbagbo, ça se passe où? À la place d'Armes. Il intervient à la place d'Armes, devant tout le monde. Et à quelle fréquence, ou combien de fois est-ce qu'il a fait allusion au président Gbagbo et à ce que vous venez de nous dire?
Bon, il y a eu plusieurs fois, mais je ne peux pas vous dire comme le nom, mais il y a eu plusieurs fois. Très bien. Juste un petit instant, monsieur le témoin. Qui d'autre était présent lorsque le commandant Dadi faisait allusion au président Gbagbo? Je prends tout le personnel du bazar en témoin, parce que quand il parlait, tout le monde était là, tout le monde au rassemblement. Le personnel du bazar. D'accord. Si nous pouvons revenir à cette question du personnel qui ont rejoint le bazar après l'appel de M. Blégoudet. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de recrues qui vous ont rejoints? Vraiment, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Vraiment. Je n'ai pas une idée exacte parce que je n'étais pas à l'instruction lorsqu'on les apprenait à tirer parce qu'ils sont venus. Ce n'est pas une formation en tant que telle qu'on les donnait. C'est comment tirer et puis on les amenait dans les services. Donc je n'ai pas une idée du nombre. Mais ils étaient beaucoup. Ça peut dépasser 300. Est-ce que vous-même, vous avez eu à les former? Jamais. Est-ce que vous avez vu cette formation? Oui, j'ai vu cette formation. J'avais mes promos stagiaires qui étaient à ce moment-là. Ils ont pris quelques-uns parmi eux qui partaient les former. Et vous avez dit qu'ils étaient formés à tirer. Oui. Cette formation a eu lieu où? Au bazar. Au bazar. Ça s'est passé, il y a un sous-bois, des arbres à côté du bazar. Tout se passait là-bas. Et combien de temps durait cette formation? Alors, c'était des trucs, ceux qui savaient tirer, ceux qui savaient, on les offre, c'est bon, on va, tu peux utiliser l'arme, c'est tout. Savoir l'utilisation de l'arme. D'accord. Alors, parlons un petit peu de vos missions. Vous nous avez dit que vous avez commencé à être employé à peu près 2 semaines après votre libération le 15 janvier. Alors, pouvez-vous nous dire où est-ce que vous avez été envoyé en mission? J'ai servi d'abord, comme il le dit, j'avais des postes au camp. J'ai servi là, j'ai fait le blocus, Marie-Thérèse et puis Mputo. J'ai fait Abobo. J'ai fait PK18. D'accord. Alors, commençons avec Abobo. À combien de reprises est-ce que vous y êtes allé? Je ne me rappelle pas trop. Je pense que je suis allé 3 fois ou 4 fois comme ça. Je ne me rappelle pas trop. D'accord. Alors, la première fois que vous êtes allé à Abobo, où exactement à Abobo est-ce que vous êtes allé? Bon, la première fois, d'abord, avant d'aller, nous étions allés, c'était des patrouilles nocturnes. Des patrouilles nocturnes. Nous avons quitté le bazar, nous sommes allés à l'état-major, où nous nous ont donné du pain avec des boîtes de sardines. Ensuite, nous sommes partis. Nous sommes partis avec le premier bataillon, avec le bazar. Nous sommes tous allés au camp commando à Abobo. Du camp commando, nous sommes mis à la disposition du camp commando et puis à partir de 22h, nous avons commencé à sillonner tout Abobo jusqu'à 6h du matin où nous avons rejoint notre base. Donc c'était une patrouille de 18h à 6h du matin. Merci. Est-ce qu'il y a eu des incidents durant votre patrouille? Non, ce jour-là, il n'y a pas eu d'incident. Très bien. Et
Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que cette première mission a eu lieu? Je sais que c'est vers la fin janvier qu'ils ont commencé à m'employer. Ben, je n'ai pas une date précise où je suis parti. Ok, donc si on se place par rapport à votre libération du 15 janvier, vous nous dites que cette première mission, ce serait à peu près fin janvier? Fin janvier. D'accord. Juste un petit instant. Est-ce que vous vous rappelez qui était le commandant du camp commando à cette occasion-là, durant cette première mission? Camp commando, je pense, si j'ai une bonne mémoire, je pense que c'était Goué, commandant Goué de la gendarmerie. Je pense bien. C'est son frère cadet qui était au Baza, si j'ai bonne mémoire. D'accord. C'est quand votre prochaine mission à Abobo? Donc après cette première. Bon, je n'ai pas toutes les dates, hein. C'est des trucs que je partais. Bon, je n'ai pas les dates, mais je sais que je suis allé une deuxième fois, et puis une troisième fois. Voilà. Alors, allons-y avec cette deuxième fois. Expliquez-nous quelle était la mission d'abord, cette deuxième fois. Quelle était votre mission? Bon, la deuxième fois, nous sommes partis du Baza avec des moitiés de 120 mm. Et c'était le matin que nous sommes partis. Vers 8 heures, nous avons fait nos bagages. Nous avons fait le rassemblement au goudron du Baza et puis nous sommes partis. Et je pense que c'est la JEB qui nous a escortés. La JEB était devant. Et nous sommes partis jusqu'au camp commando. Juste un petit instant. Très bien. Alors, vous nous avez dit que vous avez quitté le matin avec le JEB. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel chemin est-ce que vous avez adopté? Bon, le chemin là, puisque j'ai eu à faire plusieurs missions actuellement, je ne me rappelle plus, mais je sais que nous sommes partis avec des mortiers. Nous sommes allés à Agban. C'est d'Agban que nous sommes partis avec la JEB jusqu'au camp commando. D'accord. Alors, à part le Baza et le JEB, est-ce qu'il y avait d'autres unités qui faisaient partie de cette mission? Là-bas, à Bobo, quand nous partions, il y avait ma deuxième fois, j'ai vu le premier BCP, le premier bataillon, la JEB, la police aussi, il partait, BAE, je ne sais pas où il reste, en tout cas, entre les deux, il partait aussi. Il y avait les gendarmes aussi, hein, la JEB. Les gendarmes de camp commando, eux-mêmes, ils étaient dans la mission déjà. D'accord. Alors, quel était le rôle de la JEB dans ce convoi? Bon, là, ils nous protégeaient, c'est eux qui étaient nos éclaireurs, parce qu'on disait qu'Abobo était devenu dangereux, donc on ne pouvait pas aller seul. Il fallait qu'ils nous escortent. C'est eux qui étaient devant, nous escortaient. D'accord.
Alors, vous partez avec ce convoi, vous dites que vous avez apporté 2 mortiers de 120 mm. Et en route, est-ce que, à un moment donné, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou bien est-ce que vous êtes arrivé au camp commando sans incident? Bon, avant d'arriver au camp commando, il y a eu des tirs. Nous, on était en arrière. Donc, on a attendu les premiers tirés, donc tout le monde a commencé à tirer jusqu'on arrive au camp. On dépasse le camp commando, où les tirs ont cessé. Et nous sommes rentrés au camp commando. Ça y est, des tirs de Kalash. Est-ce que le véhicule dont vous faisiez partie au Baza, est-ce que vous avez tiré aussi? Oui, le véhicule, on a tiré aussi. Et vous tiriez vers où? Bon, puisque dans le véhicule, on se donne dos. Il y a 2 bancs, d'autres regardent à gauche, d'autres regardent à droite. Chacun tire dans sa direction. D'accord. Et vous tiriez sur quoi? Bon, mon cher, moi, je ne voyais rien. Moi, je pense que, bon, quand quelqu'un a tiré, il faut passer par, on ne sait pas. C'est un passage, il faut se faire pour passer. Bon, moi, je pense que non, c'est le cas. Si les premiers ont essuyé des tirs, tout le monde tirait pour ne pas se faire prendre. D'accord. Alors, vous arrivez au camp commando à cette deuxième occasion. Que se passe-t-il une fois arrivé au camp commando? Arrivé au camp commando, nous avons trouvé, on devait aller relever des gens qui étaient déjà là. Donc, je pense qu'ils nous ont signalé la présence de l'ennemi vers en Okwakoute. Donc, le commandant qui était là a demandé qu'on parte là-bas. Donc, nous avons, chacun a pris son matériel. Nous sommes partis. Et là, nous sommes restés au niveau du dépôt 9 avec nos mortiers. Et puis, les autres ont continué le chemin. Et nous avons mis notre matériel en batterie. Je pense qu'on nous a demandé d'effectuer les tirs. Le chef qui était là, un adjudant-chef, a demandé un ordre de tir. Lui qui lui a dit de tirer, il lui a demandé, bon, je suis prêt à tirer, mais je veux un ordre de tir. Parce que c'est des armes, on n'utilise pas comme ça. Demain, il ne faudrait pas qu'on me poursuive. Donc, en voyant que j'avais cette mobilité qui va donner un papier, vous dit que faut tirer ces armes. Le capitaine Zadi, qui était là à ce moment, lui-même avait des mortiers de 81 ou bien 82, lui-même l'a exécuté des tirs à ça. Après, les autres qui étaient allés, qui avaient continué le chemin, ils ont replié et nous avons plié nos bagages, nous sommes retournés au camp commando. D'accord. Alors, tout d'abord, dépôt 9, ça se trouve où, monsieur le témoin? Dépôt 9, ça se trouve à Bobo, sur la route d'Anyama, avant d'arriver à la nouvelle gare d'Abobo. Et à cet endroit, vous dites qu'on vous a demandé de tirer. Qui est la personne qui a demandé de tirer les obus de 120 mm? C'est le capitaine Zadi, qui était avec nous. C'est lui qui nous a demandé de tirer. Et notre chef, qui était l'adjudant Yapo, a dit non, lui ne peut pas tirer. Il faut un ordre écrit. Le capitaine Zadi, il est de quelle unité? Bon, je ne sais pas de quelle unité il était. Je ne sais pas, mais lui, je l'ai vu quand il était basé à Marie-Thérèse, dans la cour même de Marie-Thérèse même. Il était basé là-bas, il avait son équipe là-bas. C'est là-bas que je l'ai vu. Et pour une deuxième fois où je l'ai retrouvé avec nous à Bobo.
D'accord. Alors pour être clair, vous me dites que vous ne savez pas à quelle unité il appartenait, Non. mais il n'était pas du BASA. Je pense qu'il était du premier BCP parce qu'il dirigeait une unité au premier BCP au Comté là-bas. Moi, je pense. D'accord. Comté. D'accord. Vous avez aussi mentionné l'adjudant-chef Yapo. Oui. Donc lui, est-ce qu'il faisait partie du BASA? Oui, il faisait partie du bazar. Ok. Et son rôle, c'était quoi? Il est parti avec nous en tant que le chef de l'artillerie, le chef du groupe de l'artillerie qui était sur les lieux ce jour. Lui-même, il était chef de pièce en même temps. Et puis mon chef direct, c'était Kakou Onye, qui était le chef de la deuxième pièce. Donc, comme c'est lui qui était le plus gratté, donc il coordonnait en tant que chef de pièce en même temps le chef de toute l'équipe en même temps. Il coordonne les deux rôles. Donc vous avez dit que le capitaine Zadi lui-même avait des mortiers de 81, C'est- 82. Bon, je ne sais pas, 81 ou bien 82, je ne sais pas, entre les deux. D'accord. Vous avez dit qu'il a exécuté des tirs avec ça. Oui, Est-ce que ça, vous l'avez vu de vos propres yeux? mais oui, c'était devant nous qu'il a exécuté les tirs. Et en quelle direction est-ce qu'il a exécuté ces tirs? Bon, il a dit qu'il tirait, qu'il y a un gros trou derrière le dépôt neuf en direction de Anyamala. Il y avait un gros trou là-bas, que c'est là-bas, on dit, les gens sont, que c'est là-bas, lui, il tirait. Bon, puisque moi, je n'ai jamais utilisé le mortier 81. Le mortier que j'ai utilisé avant de le tirer, le 120, ça, il faut une carte, il faut une carte, il faut du matériel, il faut graphiquer. Donc, pour le 81, je ne sais pas comment ça se passe. Bon. Je vois mon collègue. Maître André? Oui, Monsieur le Président. Juste dans le transcript français, page 63, ligne 3, il est écrit le capitaine Dadi. Je voudrais dire qu'il s'agit de, j'ai entendu Zadi. C'est Zadi. Et comme nous allons donc certainement utiliser le transcript peut-être non édité, donc c'était pour préciser. Merci, cher confrère. Monsieur le Okay, témoin. thank you. Le président, très bien, merci. Vous poursuivez. Chef Yapo, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il a demandé un ordre écrit? Bon, chez nous, à l'artillerie, nos armes sont très spécifiques. Hein. Avant de les utiliser, il faut un ordre écrit. Avant de l'utiliser, même l'artillerie, le président doit donner un ordre écrit parce que demain, s'il y a quelque chose, tu es le responsable. Parce que c'est des armes de guerre. À l'artillerie, c'est comme ça, toujours. Alors vous dites que ce sont des armes de guerre. Oui. Juste un Les destructions massives, parce que quand un obus tombe, sa portée d'abord dépend du... il y a des choses comme on le dit en artillerie. Vous pouvez vouloir tirer peut-être ici, et le vent peut apporter l'obus ailleurs, parce que il y a le vent, parce qu'il faut calculer la direction du vent, il faut voir l'humidité. Il y a plusieurs trucs qui viennent, qui rentrent en ligne de compte avant de tirer ces gens d'obus. Donc, il faut ces armes, il faut faire attention. Attention. D'accord. Et dans ces situations, l'ordre écrit vient de qui? Bon, s'il y a quelqu'un qui prend la responsabilité, qui donne un ordre écrit, toi, tu fais-tu. Mais la plupart du temps, on nous a dit en formation, avant qu'on effectue des ordres, il faudrait que le président lui donne même son accord. Parce que demain, il faudrait que lui-même lui réponde de ses actes aussi. Parce que c'est des armes de guerre. On utilise pays contre pays. Si j'ai bien entendu, je m'excuse, vous avez dit que le président doit donner l'ordre? Son accord. D'accord. Et vous parlez du président de la République ou de... Le président de la République, bien sûr. D'accord.
Ok. Et le fait qu'un ordre pareil doit venir du président de la République, ça vient d'où ça, ce principe? Ce principe de l'artillerie, je pense que c'est des armes très spécifiques, l'artillerie. C'est des armes très spécifiques. Sa portée est grande. Où tu tires, tu ne vois pas. Tu ne vois pas là-bas. Donc, vraiment, ça peut faire d'énormes dégâts. Donc, toi, en tant que l'utilisateur, si tu prends la responsabilité, tu seras inculpé. Même le chef de corps ne peut pas donner. Même vous pouvez utiliser pour la dissuasion circulaire ça pour que les gens voient pour être effrayés, mais l'utilisation, le chef de corps ne peut pas donner ordre. Parce que demain, s'il y a quelque chose, il ne pourra pas dire c'est moi j'ai tiré. Si c'est ordre verbal, il va discuter avec toi. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous savez qu'un tel ordre écrit doit venir du président de la République? Eux-mêmes, à l'instruction, ils nous apprennent ça. Nos instructeurs nous apprennent ça en stage. On nous apprend ça. Combien de tirs a effectué le capitaine Zadi à cet instant? Bon, je n'ai pas compté le nombre d'obus qu'il a tirés. Il a eu à effectuer des tirs. Je n'ai pas compté le nombre d'obus qu'il a tirés. D'accord. Donc ensuite, vous dites que vous êtes replié sur le camp commando, c'est exact? Oui. Ok. Et est-ce qu'à un moment donné, vous êtes retourné au camp Akwedo? Non, on est resté jusqu'à le lendemain où il y a eu la relève. D'accord. Monsieur le témoin, vous vous souvenez, lorsque vous avez donné votre déclaration aux enquêteurs, avoir marqué l'endroit du dépôt neuf où ces tirs ont été effectués? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Sur une image, vous avez marqué l'endroit? Bon, je ne sais non plus, mais peut-être si je vois le coin, si j'ai marqué, je dois reconnaître sur la figure. La semaine passée, lorsqu'on vous a remis votre déclaration pour la relire, est-ce qu'on vous a aussi remis les images sur lesquelles il y a eu certaines marques? Oui, il y a eu des photos, des ceci, tout ça, moi je l'ai fait rapidement. Bon. Si on pourrait afficher à l'écran le document CIV OTP 0037 0467, le numéro 8 sur notre liste. Est-ce que vous voyez une image à l'écran, monsieur le témoin? Il n'y a rien d'abord. On va vous aider. Et c'est public pour les fins des notes. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez l'image devant vous? Oui, je vois une image. Est-ce que vous reconnaissez cette image? Oui. Ok. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit là de notre emplacement où nous avons mis notre boîtier, le dépôt neuf, et puis l'emplacement du capitaine Zadi. Puis je vois la nouvelle gare d'Abobo, je vois le carrefour Agripac. D'accord. Et les notes qu'on voit sur cette image, elles ont été placées quand? Bon, pour moi, je pense que c'est la position où nous avons mis notre mortier de 120 mm au dépôt neuf, et puis l'emplacement du capitaine Zadi,
où il a tiré. Ce que j'essaie de comprendre, c'est les écritures qu'on voit sur l'écran. Oui. Est-ce que ça a été fait pendant votre entrevue ou comment est-ce que ça a été fait, si vous vous rappelez? Ah oui, c'est pendant mon entrevue. C'est là que j'ai indiqué, je pense. Okay. Vous l'avez indiqué à qui? À ceux qui m'ont entendu. D'accord. Do your honors have any questions on this? Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, est-ce que vous avez des questions à poser concernant cette image, cette photographie? Le juge président, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit parce que j'ai écouté l'interprétation. Monsieur Desmagian, je ne voyais pas la transcription. Est-ce que vous avez des questions à poser au sujet de cette image? Non? Très bien, je vais passer à autre chose. Your honors, are we going until Monsieur le Président, est-ce que nous suspendrons l'audience à moins quart? Le Président est intervenu hors microphone. So you have a full session. Vous avez un volet d'audience complet, c'est ce que je voulais dire. Monsieur le témoin, j'aimerais qu'on passe maintenant à la mission suivante. Donc après la deuxième mission, votre troisième mission à Abobo. Où est-ce que vous êtes allé durant cette deuxième mission? La deuxième mission à Abobo. Après la deuxième mission, la mission, vous nous avez dit que vous avez fait 3 ou 4 missions à Abobo. Alors on a fait la première, la deuxième. La troisième mission, lorsque vous allez à Abobo, où est-ce que vous allez? Quand on partait, c'était pour aller faire la relève au camp commando, bien sûr. Nous sommes partis du Baza, toujours, à Auban. Nous sommes partis avec les gens du premier bataillon, premier BCP et le JEB. Nous avons fait convoi. Ces jours-là, je pense qu'ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas prendre la voie normale. Nous sommes passés par sans manquer pour pouvoir rejoindre le camp commando. D'accord. Alors tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez à peu près quel mois ou quelle période est-ce que vous êtes allé pour cette troisième mission? Je sais que c'est dans le mois de mars. C'est dans le mois de mars. Mais la période, j'ignore. La date, j'ignore plutôt. D'accord. Alors, vous nous dites que vous êtes passé par Agban. Alors, avant de quitter le camp du Baza, avec quelle arme est-ce que vous quittez? Avant de quitter au Baza, nous sommes partis avec des calaches. Chacun avait sa calache. Je pense que ce jour, nous avons un butube. Nous avons tracté aussi un butube sur notre camion. Et puis, nous sommes allés au Agban. D'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, lors de votre deuxième mission, lorsque vous retournez, vous nous avez parlé des 120. Est-ce que vous êtes retourné au Non, camp? les 120. Oh. Est-ce que vous êtes retourné au camp avec les 120? Non, les 120 sont restés sur place. Les 120 sont restés sur place. Juste pour être clair, sur place où? Au camp commando, c'est là. Parce que quand ils sont venus nous relever, on a passé les armes et les 120 à notre relève. D'accord. Alors, vous dites que vous avez pris une route alternative passant par Samanké. C'est exact? Oui. OK. Encore une fois, sur votre chemin, donc depuis Agban jusqu'au camp commando, est-ce qu'il y a eu des incidents ou est-ce que vous êtes allé directement au camp? Du camp jusqu'à Agban, il n'y a pas eu d'incident. Pardon, je voulais dire depuis Agban jusqu'au camp commando. Agban jusqu'au camp commando, on n'a pas eu d'incident, mais on a effectué des tirs des tirs de Kalash, bien sûr, entre
la gare, chose qu'on appelle, sans manquer jusqu'à après SOS, parce qu'on a contourné, pas en passant par le lycée, jusqu'à après SOS, et puis on a cassé dans le quartier, nous sommes rentrés au camp commando. Alors, vous avez tiré entre sans manquer et jusqu'à ce que vous arrivez au village SOS. Après le village, avant le village SOS, on a cessé les tirs. Et encore une fois, pourquoi est-ce que vous avez effectué des tirs? Bon, nous, on était à l'arrière toujours du convoi. Quand les premiers tirs, c'est comme ils donnent le temps et puis tout le monde suit. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Comme on doit traverser, on doit bon, pour ne pas être surpris, ou bien il faut tracer ta route aussi. C'est comme ça. D'accord. Alors, éventuellement, une fois que vous arrivez au camp commando, que se passe-t-il à ce moment-là? Bon, quand nous sommes arrivés au camp commando, notre chef a rendu compte des difficultés que nous avons eues sur le trajet. La relève, ce qu'on devait relever, je pense qu'il y avait le chef Brice, Commandant Brice. Il y avait le chef Commandant Brice et puis Mdel Pégage à ce moment, aujourd'hui adjudant. Commandant Brice aussi aujourd'hui adjudant. Ils étaient sur place et ils étaient sur les mortiers. Quand on a trouvé sur les mortiers, on devait les relever. Donc, on les a appelés, ils ont appelé Commandant Brice là-bas au PC. Les partis, ils ont échangé à leur retour. Et pour pouvoir se frayer un chemin pour venir, ils ont décidé qu'ils effectuent des tirs pour quand même où on a eu des difficultés parce que ceux qui étaient devant, où ils ont expliqué, où ils ont essuyé des tirs, où ils ont commencé des difficultés pour qu'ils puissent faire des tirs là pour pouvoir retourner. Donc c'est ainsi qu'ils avaient décidé de tirer, qu'ils ont décidé de tirer sur la gendarmerie même, au rond-point de la gendarmerie là. Rond-point de la gendarmerie et puis chose qu'on appelle la gendarmerie elle-même. Bon, je ne sais pas. Ils ont effectué les tirs. Et puis ils ont pris la route. Quand ils sont partis sur la route, en tout cas, il y a eu un blessé grave. Ils ont replié. Ils ont replié et puis quand ils sont arrivés, il y avait un infirmier sur place, il a essayé de donner les premiers soins. Après les premiers soins, ils ont changé d'itinéraire et ils sont partis. D'accord. Alors, commençons d'abord. Vous avez dit notre chef. Qui était votre chef ce jour-là? Puisque quand nous partions là-bas, on était mélangés. Il y avait un officier du premier du chose qu'on appelle du premier BCP qui venait. Il y avait chose qu'on appelle premier BCP. Il y avait à l'infanterie aussi, au premier bataillon d'infanterie, et donnaient des officiers. C'est chez nous, les officiers ne partaient pas, c'était des sous-officiers supérieurs. Voilà. Donc, quand je dis notre chef, c'est celui qui commande, c'est le plus gradé qui commande tout l'ensemble. Il a rendu compte. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de son nom, de ce chef? Non. D'accord. Et au sein du BASA même, de votre unité, qui était le chef de votre détachement ce jour-là? Ce jour-là, bon, j'ignore un peu. J'ignore un peu. Okay. Alors, vous arrivez avec ce convoi, vous nous expliquez que votre chef fait un rapport. Attendez, je vais juste m'assurer que j'ai le bon terme. Vous êtes arrivé au commandement, votre chef a rendu compte des difficultés que vous avez eues. Alors, à qui est-ce qu'il a rendu compte des difficultés? Bon, à ce moment-là, il y avait un gradé, un regradé,
je pense que c'était un colonel ou bien un commandant, je ne sais plus non plus, que l'état-major désignait pour diriger ces opérations à ce moment-là. C'est à lui que l'officier allait parler, échanger avec lui là-bas. Bon, compte tenu des difficultés qu'on a eues sur le chemin, ils ont décidé d'effectuer cette île. Comment avez-vous appris que ce chef avait rendu compte au colonel qui était au camp commando? Comment vous l'avez appris cela? Bon, quand nous sommes arrivés, quand tout le monde est rentré dans la cour du camp commando, nous avons débarqué, le chef, et il rentre au PC là-bas. Quand ils arrivent, le chef lui rend au PC pour pouvoir prendre les consignes particulières et puis les difficultés qu'il a eues sur la route pour se briefer un peu, parce qu'on doit relever des gens qui doivent retourner. Comment sont tenus. Voilà. Et chaque fois, c'était comme ça. Et c'est comme ça se passe dans l'armée même. Quand il y a la relève, il y a les consignes qu'on se passe. Voilà. D'accord. Et donc ça, est-ce que vous avez vu cet échange vous-même ou bien vous l'avez Non, je n'ai pas vu. C'était au PC. Nous, on était au dehors. Ils sont rentrés, ils ont causé. Et quand ils ont fini de causer, ils ont appelé l'MDL-chef Commandant Brice, aujourd'hui adjudant. Ils l'ont appelé. Ils sont allés lui donner les autres. Il faut effectuer des tirs. Bon, lui, il n'a pas eu la présence d'esprit pour aller effectuer des tirs. Donc ça, ce moment où ils appellent le MDL Brice Camenan, est-ce que ça, vous l'avez vu ou Oui, quand ils l'ont appelé, nous étions ensemble. Comme nous sommes arrivés, les éléments d'artillerie, on se met ensemble, on cause, on échange ensemble. Et puis, comment vous avez fait pour que tu as dormi, tout ça, là, comment tu as fait pour ceci. On s'échange, on se briefe un peu pour que ceux qui viennent s'imprègnent de la situation, comment s'en tenir dans leur mission. Voilà. Le MDL Brice Camenan, est-ce que vous Le le connaissiez? MDL chef, il y a son moment, aujourd'hui adjudant. Oui. Est-ce que vous le connaissiez à l'époque? Please don't overlap. Le président, ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Ok, je disais MDL chef à l'époque, aujourd'hui adjudant. Je l'ai connu au bazar. Depuis quand est-ce que vous le connaissiez? Bon. Depuis 2006, quand je suis venu faire mon CA1, il était l'un de nos encadrants au CA1. Ah. D'accord. Et vous dites qu'il y a un chef qui vient lui donner l'ordre. Ils l'ont appelé, un chef qui l'appelle dans le bureau avec le grand chef là-bas. Ils l'ont appelé, venez, ils sont allés, ils ont causé. Donc, quand lui est sorti, il a appelé l'MDL Pega et c'est eux qui sont allés effectuer le tir. C'est qui le chef? Est-ce que vous vous rappelez de son nom, le chef qui a appelé Brice Camenan? Non, c'est là, je dis, je ne me souviens pas. Voilà. Juste un petit instant. D'accord. Monsieur le témoin, ce jour, lorsque vous arrivez au camp commando, est-ce que vous savez qui était le chef du PC du camp commando? Le chef du PC, non. Et lorsque vous dites qu'il y a eu cet ordre au MDL chef Camenan, est-ce que vous avez vu cet ordre? Est-ce que vous avez vu le moment où l'ordre a été donné? Bon, supposons, moi je l'ai dit, c'est un ordre qui lui a été donné parce que il était prêt à passer le conseil à notre chef qui était venu avec nous ce jour-là. Et c'est là on l'a appelé et donc il est parti plus rapidement. Il n'a plus passé le consigne. C'est après avoir effectué le tir qu'il est venu briefer l'autre et puis ils ont pris la route, ils sont partis. D'accord. Alors vous, peut-être que c'est un petit peu plus simple. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez exactement lorsque le MDL chef Camenan est appelé? Est-ce que vous pouvez décrire la scène un petit peu? Bon, je ne sais pas comment on décrit, mais on est là, nous, on était arrivés. Il y avait aux choses qu'on appelle
les armes qui étaient présentes. Quand nous sommes arrivés, on a vu déjà 2 armes. Les 2 mortiers que nous avons envoyés autrefois étaient déjà positionnés au bord d'un bâtiment, un à l'extrémité droite, un à l'extrémité gauche. Voilà. Et puis il y avait des 12-7 qui étaient là. Donc quand on partait, chaque chef était déjà, il connaissait sa pièce avec ses servants. Donc il devait prendre les consignes précises avec celui qui relève. C'était des relèves automatiques. On dit, bon, toi, tu es le chef de la première pièce, toi, tu es le chef de la deuxième pièce, toi, tu es sur le premier mortier, le deuxième mortier. C'est comme ça se passe. Donc, ce jour-là, lorsque nous sommes arrivés, le chef de l'artillerie, il demande un rassemblement, vous n'allez pas disperser. Il demande, et puis, l'autre, il dit, bon, ceux qui étaient là, venez, où sont les chefs? Chacun passe les consignes à son ami avant que vous ne touchiez à l'arme qui est là. Donc c'est ainsi, lorsque cela devait se passer, qu'ils l'ont appelé. D'accord. Et ensuite, vous dites que vous voyez le MDL chef Kamena aller au PC. Oui. Ça, vous l'avez vu vous-même. Ah oui, bien sûr. OK. Et par la suite, vous dites qu'il est sorti et qu'il a appelé le MDL Pégard. Oui. Ça, est-ce que vous l'avez vu aussi? Oui, bien sûr. OK. Alors, expliquez-nous ce qui se passe une fois qu'il appelle le MDL Pégard. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand il a fini d'appeler MDL Pégard, et tous ils sont rentrés d'abord au PC. Quand ils sont sortis, ils ont pris, on a vu des obus avec eux, des obus qui se sont dirigés vers l'extrémité gauche, l'extrémité droite plutôt, qui sont allés effectuer des tirs. Il y avait un brigadier qui les a aidés à attraper les obus. Donc, il y avait un brigadier avec eux. Oui, un brigadier qui les a aidés à transporter les obus. D'accord. Is this the time, Your Honors? Monsieur le Président, oui, c'est l'heure. C'est tout à fait l'heure. Donc, nous allons faire une pause déjeuner, Monsieur le témoin. Et nous reviendrons à 14h30 pour la deuxième séance. Parce que maintenant, les 2 premiers volets d'audience ont été réalisés dans leur totalité. Et maintenant, nous aurons donc un 3e volet d'audience pour les questions de l'accusation à partir de 14h30. La séance est levée.